Hey hey! Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Kenji, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate et aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de Star Wars épisode 8 de Rian Johnson et putain ça fait du bien. Alors déjà de quoi ça parle? Bon on va faire vite, c'est la suite de l'épisode 7, No Shit Sherlock, dans lequel on va retrouver Rey qui est toujours sur son île avec Luke Skywalker pour essayer d'apprendre à devenir une Jedi. Et puis de l'autre côté on a Finn et Poe qui se battent toujours aux côtés de la résistance de Leia Organa pour échapper au maléfique Premier Ordre, et c'est comme ça que commence l'épisode 8, tout simplement. Alors, je vais couper l'émission en deux parties, une avec spoil, une sans spoil. On va commencer évidemment par celle sans spoil, comme ça les gens qui n'ont pas vu le film pourront quand même regarder vaguement et puis regarder la conclusion à la fin pour se faire vaguement une idée, même si je conseille quand même à tout le monde de voir un film avant de se faire une idée et pas de regarder des avis puis dire eh ben je n'irai pas voir le film puisque lui ne l'a pas aimé. Bon, c'est un peu trop facile. Voilà, donc on va commencer par la partie zéro spoil, garantie pure critique sans spoil. Et on va commencer par parler de Rian Johnson, le réalisateur et scénariste du film, à qui on doit déjà des films comme Looper, un film de science-fiction qui est juste excellent, que je conseille vraiment à tout le monde. Si vous ne l'avez pas vu, vous le regardez. Voilà. Et qui a la lourde tâche en fait de réaliser cet épisode central. Cet épisode qui à chaque fois dans toutes les trilogies Star Wars l'épisode charnière, celui qui va mettre les héros dans la difficulté, dans la tourmente, et qui se doit d'être plus sombre et plus percutant que celui d'avant où on met les choses en place et celui d'après où on va résoudre toute la situation. Là en réalité on va mettre les personnages dans la tourmente, nos héros vraiment dans la difficulté, et pour ça on va avoir besoin de matière à raconter. Là-dessus, Rian Johnson s'en sort vraiment très très bien, il a un rythme global qui est très bon, qui est découpé qui alterne entre des passages avec Rey et Luke sur l'île, et des passages avec la résistance, et puis à un moment donné il y a même un sous-arc qui va se greffer sur la résistance, on verra ça après, mais globalement on a un rythme qui est bon, et au-delà de ça il y a surtout le ton employé qui est très bon. Parce que tout simplement, il y a de l'humour dans le film, mais qui est plutôt bien employé. Parce qu'à aucun moment le film n'empiète sur des moments de pure tension premier degré. À aucun moment ça vient empiéter sur un moment épique, ça vient jamais désamorcer une situation qu'on n'a pas envie de voir se désamorcer, tout simplement. Et elle vient toujours apporter de la légèreté à certains passages qui de base ne sont pas ultra épiques ou etc. On vient juste apporter une petite dose d'humour qui passe très bien. Alors il y a tout un tas de choses, mais pour en citer une qui ne spoil rien du tout, les porgs, qui sont les espèces de petits volatiles qu'on a pu voir dans la bande-annonce, qu'on écoule maintenant en peluche, en merchandising de ouf débile. Voilà, vous les avez vus, ces espèces de petits poulets là qui... Bon, voilà, qui sont les nouvelles petites mascottes. Finalement, ce sont des espèces de petites créatures qui sont là pour offrir un petit peu de comic relief de temps en temps, mais jamais au détriment de l'action. On va les voir de temps en temps, et elles offrent bien souvent des scènes d'humour avec un perso qui, de toute façon, est de base là aussi un petit peu un comic relief entre guillemets, c'est Chewbacca. Il y a une scène, notamment, je vous la décris parce que de toute façon elle vous spoil absolument rien. On a Chewbacca dans le Faucon Millenium et il est tout seul a priori, non, je crois pas qu'il est bon, on s'en fout. Il est en train de piloter et en fait vous avez des porgs un peu partout qui sont en train de foutre un bordel monstre. Il y en a un qui a une espèce de casque de copilote, un autre qui fout le bordel, un autre qui gueule. Et puis, du coup, en fait, il y a que des créatures qui gueulent parce que Chewbacca évidemment ne parle pas. Et donc, du coup, vous avez les porcs qui foutent un bordel. Puis t'as Chewbacca. Voilà. Et en fait, ça rend la chose très drôle sans appuyer le concept trop loin et sans casser le rythme ou l'ambiance globale de la scène. Donc ça c'est sur l'humour, c'est quelque chose qui marche très bien. Et puis inversement, on a des passages très épiques ou très... Alors il y a une scène dans le film qui, elle, a carrément un côté presque malaisant, un côté très... un peu... je trouve pas le mot exact pour la décrire, mais vous verrez, elle est un petit peu malaisante, elle est très étrange, ça donne une ambiance particulière. Mais sinon, il y a aussi des ambiances très épiques, vraiment premier degré.
et tout simplement des ambiances vraiment qu'on a envie de voir dans un Star Wars tout simplement. C'est-à-dire que, sans vous spoil, il y a des scènes de combat au moment où elles sont filmées qui les rendent totalement iconiques tout de suite d'entrée de jeu, d'accord? On en parlera un peu plus dans la séquence avec spoil, mais pour l'instant, tout ce que vous avez à savoir, c'est que globalement, en termes de mise en scène, Ryan Johnson, faut savoir, voilà, c'est un faiseur d'images, c'est quelqu'un qui a le sens du détail et qui fait, voilà, qui fait de très belles images. Le film est super bien réalisé, il y a vraiment de superbes images. En termes déjà de mise en scène de cadrage, il y a des plans qui sont ouf, des compositions de plans qui sont ouf en termes de couleurs. Normalement, je pense à la planète Crate qu'on voit dans la bande-annonce. Vous avez la planète qui est blanche et rouge, qui en fait c'est une planète qui est minérale rouge, mais il y a une couche de sel par-dessus, ce qui fait que en fait globalement de loin la planète apparaît blanche. Mais vous savez, dans la bande-annonce, il y a les espèces de speeders qui courent qui sont dessus, et du coup ça soulève le sel, et en fait ça fait de la fumée rouge qui sort de ça. Donc ça fait vraiment. Toutes les images sur la planète Crate sont vraiment très belles. En plus, on a des environnements. Dans les environnements, Johnson a réussi à créer plein de nouvelles créatures, en fait, qui vont venir enrichir la vie de ces endroits, que ce soit l'île de Luke. À un moment donné, voilà, il y a quelques petites créatures comme ça qui interagissent, qui sont juste là pour dire ouais, il y a de la vie dans cet univers, vous voyez. Et ça, c'est intéressant, surtout que la plupart sont des créatures en animatronique. Et ça rend de nouveau ce côté plastique qu'on retrouvait dans la trilogie originelle. Et par moments aussi dans la prélogie sur certains aspects. Ce côté un peu plastique, ce côté réel où, ouais, ça existe, c'est là, c'est vraiment à côté de l'acteur. Et voilà, puis il y a des créatures comme ça. Bon, on n'évite pas évidemment qu'il y a plein d'essais fixes aussi, mais les effets spéciaux globalement aussi sont très réussis. Ce qui donne un ensemble très homogène qui se tient vraiment bien, et on a vraiment l'ambiance Star Wars. Il a vraiment capté l'ambiance Star Wars avec des personnages. Tantôt, il y a des personnages qui sont vraiment les héros qui doivent s'en sortir, et puis d'autres qui sont les héros mais qui sont un petit peu plus polissons, un petit peu plus malicieux. Je parlais de l'humour, mais notamment Finn, qui est un personnage en fait sur lequel on joue beaucoup sur le second degré et la légèreté, parce qu'on l'a déjà vu dans l'épisode 7. C'est un personnage, voilà, qui est un petit peu dans l'excès des fois, qui dans sa façon d'être, et il s'emporte vite, et puis parfois il a un petit peu le couillon, mais euh, ça sert le récit et ça sert le personnage, parce que le fait de le mettre dans des situations comme ça humanise énormément le personnage. C'est finalement le personnage auquel je trouve on s'attache le plus, parce que c'est celui qui nous ressemble le plus, c'est celui qui est là un petit peu par hasard, et puis il s'est laissé embrigadé là-dedans, et puis il s'est fait des amis, et puis mais ça reste quelqu'un qui est relativement limité il n'a pas de super pouvoir, il a pas de. Donc voilà, il fait un petit peu comme il le sent arriver, et puis des fois il lui arrive des conneries toutes bêtes. À un moment donné, il se fait taser, bon voilà. Et ça rend le truc marrant, ça rend le personnage attachant, et surtout, quand le personnage se dépasse plus loin dans le film, qu'il arrive et qui, bon, d'un seul coup, sort un petit peu les couilles et fait un truc vraiment badass, on a vraiment ce sentiment d'accomplissement en fait. Et c'est ça qui rend le personnage vraiment super sympathique. Donc il y a un travail sur les personnages, c'est jamais gratuit au niveau de l'humour, et ça sert toujours les personnages en fait. Autre point dont on va parler mais vite fait, c'est la musique de John Williams. J'ai trouvé très intéressant qu'ils reprennent en fait tous les thèmes de l'épisode 7, parce que ça montre que la nouvelle trilogie a vraiment une identité musicale à elle. On a un thème pour Rey, on a un thème pour Finn, on a un thème pour la Résistance, on a un thème pour Kylo Ren, on a un thème pour Luke. Donc il les réutilise. Alors, juste ce que je trouve peut-être un peu dommage, c'est que finalement il les réutilise juste un peu tel quel. On est content de les réentendre et ils sont toujours bien utilisés. Mais les nouveaux thèmes ne sont pas réutilisés, réexploités de nouvelles façons. Je m'attendais par exemple à un thème de Kylo Ren qui soit plus que sa petite phrase musicale en fait. Mais en fait, c'est marrant, c'est que en fait, sa phrase musicale fonctionne tellement bien toute seule qu'on lui en veut même pas. Toutes ces musiques fonctionnent très bien, ça crée vraiment une identité. Et puis il y a
D'autres thèmes, par contre, il y a un thème de Leia à un moment donné qui est utilisé pour une scène qui est, je trouve, c'est une utilisation parfaite du thème à ce moment-là. Il y a le thème aussi, on va dire, entre guillemets, des rebelles. À un moment donné, quand il y a le Faucon Millenium il y a une scène d'action avec le Faucon Millenium, et là on reprend une musique qu'il y avait dans le Retour du Jedi, si je dis pas de conneries. Euh, et puis même dans Un Nouvel Espoir, en fait, je dis peut-être des conneries. Mais pour moi, c'est un thème qui est ancré pour le Retour du Jedi. Mais globalement, voilà, il y a vraiment une richesse musicale parce que John Williams, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'ai réentendu le thème de Rey, tac direct, le thème de la résistance, tac direct, et limite, ils sont pour moi autant iconiques que ça y est, que d'autres thèmes de la saga. C'est vraiment, tu me dis le thème de la résistance, ouais, tac, le thème de Rey, ouais, le thème de Kylo Ren. C'est juste un petit peu dommage que ça soit juste réutilisé tel quel et pas réarrangé, notamment pour le thème de Kylo Ren et peut-être un peu le thème de Rey, ça aurait peut-être mérité par moment une utilisation un petit peu déviée, on le joue en mineur, ou bon, bref, voilà, c'est des détails. Alors, du coup, on enchaîne avec la partie spoiler, cette partie où, si vous n'avez pas vu le film, ça va être embêtant. Donc, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne désirez pas vous faire spoiler, eh bien vous mettez la vidéo en pause et vous allez voir le film, pour deux raisons. Déjà, comme ça, vous pouvez revoir, une fois que vous l'avez vu, vous pouvez continuer la vidéo, ça c'est cool. Et ensuite, eh bien, vous vous êtes fait votre propre avis, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un mouton de panurge qui suit bêtement la vie d'un tel. Voilà. Donc, à parler des personnages, parce que c'est surtout pour ça que j'ai besoin de faire des spoils. Je vais pas trop m'étendre sur les personnages que je considère comme bien travaillés en fait. Donc Finn, sur lequel en fait on travaille ce qui avait déjà été fait dans l'épisode 7, le courage, l'abnégation contre l'égoïsme et la peur, sur lequel à la fin il va être amené à un moment donné à vouloir se sacrifier. Il y a un canon qui défonce une porte et puis il se dit ouais, si je fonce dedans, je vais l'avoir. Et on croit on croit qu'il y va, on croit qu'il va mourir, qu'il va se sacrifier. Et puis finalement, vous avez Rose, un nouveau perso qui est introduit dans le film, qui vient le sauver au dernier moment et qui lui dit non, moi j'ai pas envie que tu meurs. Parce qu'on comprend qu'en fait, ils ont une partie juste les deux, et puis en fait, elle est devenue amoureuse de Finn, donc du coup, elle le sauve pour ça. Et puis il y a aussi le fait que c'est dit plus tôt dans le film par Leia à Poe que se sacrifier pour la gloire, c'est con. C'est la gloire, on s'en balèque, hein. Si les gens peuvent rester vivants, c'est mieux, quoi. Il faut penser à la cause avant de penser à soi et de se dire ouais, la gloire, ouais, on les détruit, ouais. Non, bah voilà. Kylo Ren, un personnage qui est vraiment mis en avant parce que bah, forcément c'est le méchant, et que pour le premier on était plus en avant Rey parce qu'il faut développer son personnage parce que évidemment c'est le personnage gentil principal. Là, on a un Kylo Ren qui est beaucoup plus présent et sur lequel on va insister sur sa psyché, sur ses troubles, sur ses peurs, ses doutes. Et bah, on joue vraiment on assume totalement le côté du héros pathétique qui ma foi, donne des coups d'épée dans l'eau, qui fait des choix, mais qui fait constamment les mauvais choix sans s'en rendre compte, en étant persuadé que ça va le faire, qu'on va y aller. Mais non, gros, tu vas pas le faire. D'ailleurs, le combat final entre lui et Luke est vraiment excellent. Parce que déjà, comme dit, ben, ça se joue des codes, ça se joue des attentes. Parce qu'en réalité, on se rend compte à la fin que Luke n'est pas là. Et qu'il est toujours sur sa planète et qu'en fait, il a envoyé une espèce de projection astrale à travers l'espace et qui se bat contre Kylo. Ça donne une scène qui est superbe, qui est en termes de composition de plan, c'est juste génial au niveau de la couleur. Ça se passe sur Crate en plus. Alors, vous avez la fumée rouge et puis le sol blanc et puis les deux personnages l'un en face de l'autre, et ça donne un truc juste magnifique. Et vous avez voilà, ce combat donne vraiment toute la proportion du mais ce que tu fais, Ben, ça sert à rien. Tu te rends pas compte que tout ce que tu fais, ça sert à rien, c'est des coups d'épée dans l'eau. Parce que bah, finalement, déjà au début, bah, Luc il évite tous ses coups, il fait du hop là. Et puis après, quand il le tranche enfin, il se rend compte que putain, il est pas là en fait, je tape dans une image. Et il y a un petit peu cet esprit de bah, il va falloir que tu te rendes compte que tu t'acharnes dans le vide et que tu t'accroches
dans le vide. Donc je pense qu'on va avoir une bonne fin pour... enfin, une bonne fin. Un truc très intéressant dans le 9 pour Kylo Ren, vraiment sur qu'est-ce qui va advenir du personnage. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est vraiment mis en avant et qui est bien travaillé, qui a une connexion avec Rey à un moment donné et sur lequel justement ça rejoue au niveau des attentes. Poe Dameron, le personnage est plus présent que dans le 7, assez intéressant parce que bah, déjà il y a une complicité avec Finn automatiquement. Ensuite, il y a un arc narratif avec avec la résistance, parce qu'en fait, pendant tout le film, en fait, vous avez le fil d'Ariane, c'est que bah, vous avez le convoi de la résistance qui en reste, hein, il reste quasiment plus rien, se font poursuivre par le vaisseau de Snow qui est le premier ordre. Et ils se font tirer dessus, ils sont juste à bonne distance pour que bah, les boucliers absorbent. Et, sauf que bah, ils sont en course contre la montre parce qu'à un moment donné, ils auront plus de carburant, puis ils vont s'arrêter, puis ils vont se faire dégommer. Et à l'intérieur, en fait, bah, Leia à un moment donné tombe dans le coma à cause de. Bah, il y a une explosion sur le pont, et puis elle est propulsée dans l'espace, et puis elle utilise la force pour revenir, mais elle tombe quand même dans le coma. Euh, c'est un autre amiral qui prend le commandement, sauf que Poe trouve pas ses décisions très intelligentes. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une mutinerie avec certains autres pilotes et certains autres membres de la résistance. Et du coup, ben, il y a ce côté. En fait, tout le film a ce côté non manichéen, avec des personnages qui sont vraiment en proie à leurs doutes, à la peur au niveau de la résistance. Voilà, c'est pas tout le monde, ouais, on est des copains, allez, on va battre les méchants. Non, il y a vraiment ce côté. Est-ce qu'on va y arriver est-ce que vous prenez la bonne décision? Non, moi je pense que vous prenez pas la bonne décision. Ouais, mais vous êtes une tête brûlée, etc. Et on comprend que chacun a son point de vue et donc du coup il y a toute une mutinerie. Toute cette scène est vraiment très très cool. Il y a évidemment le côté non manichéen avec Luke parce que en fait on a désacralisé le personnage de Luke dès le début. euh, en le rendant un peu acariâtre. Oui, voilà, il boude, clairement il boude. Et du coup, ça lui donne un côté vieil ermite, un petit peu, un peu je m'emballais, que voilà, les Jedi, je m'en fous, la galaxie, je m'en fous, tu vois, c'est le mec qui s'en fout de tout, tu vois. Donc ça désacralise le personnage, et pour à la fin le resacraliser dans le combat final, pour lui redonner un petit peu ce côté presque mystique, parce qu'il arrive et il est une dernière fois le nouvel espoir. Il est l'étincelle qui refait partir la rébellion, on s'en doute, même si ça va être compliqué dans le 9 vu voilà ce qu'il leur reste. Mais on sent, voilà, il devient l'étincelle, puisque en fait, après avoir utilisé sa puissance astrale, il disparaît, il meurt comme Obi-Wan et Yoda, il rejoint la force. Et d'ailleurs, il y a Yoda dans le film, des passages, il a trois quatre répliques, Yoda, mais excellentes, les meilleures répliques il tue le game, Yoda. Il arrive et puis pff, il fait allez, yo ho, YOLO, gros. Et super, en plus, ils ont utilisé la marionnette et pas la version digitale de Yoda qu'il y a dans la prélogie, ils ont utilisé la vieille marionnette qu'il y a dans l'Empire contre-attaque. Du coup, ça lui donne toujours ce côté complètement envieux, puis un petit peu sénile, un petit peu polisson, comme ça, le Yoda. À moi, à moi. Donc très très drôle. Ça c'est l'utilisation de Yoda est très 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 bonne. Même si j'aurais voulu qu'il y ait les autres fantômes, mais bon ça c'est une autre histoire. Euh, Sinon pour en revenir, voilà les deux personnages avec lesquels j'ai un problème. Premier c'est Snoke. Pourquoi? J'ai pas un problème avec la façon dont il est construit, la façon dont il le traite, mais c'est juste que Snoke meurt. Il se fait tuer par Kylo Ren à un moment donné, et c'est juste que je suis là. Bah du coup il est mort. Je comprends pourquoi vous le faites, parce que du coup, vous jouez avec les attentes et vous twistez les codes, parce que nous, on s'attendait à ce que, par le biais cognitif, on s'était dit, Rey c'est Luke, ok, Kylo Ren c'est comme Dark Vador, donc du coup, Snoke c'est comme l'Empereur, donc du coup, c'est le méchant tout à la fin, qui a des plans machiavéliques, etc. Et en fait, il se fait baiser par Kylo Ren, il se fait couper en deux, par une. Voilà, Kylo Ren, il manipule le sabre laser. Snoke s'en rend pas compte parce qu'il croit qu'il lit dans son esprit, mais il croit que ce qu'il fait, c'est qu'il positionne le sabre au niveau de Rey parce qu'il lui dit vas-y, tue-la. Et je lis dans ton esprit, donc je sais que t'es déterminé, je sais que. Voilà, et finalement, en fait, Ren, il est déterminé à tuer lui, et dans son esprit, il dit vas-y, je positionne le sabre pile en face de ma cible, et en fait, sa cible, c'est Snoke parce qu'il a un sabre laser, le sabre de Rey qui est à côté de lui. Donc il se fait couper en deux. Mais moi, mon problème, c'est juste de me dire ah, mais du coup, on sait pas qui c'est. Et que du coup, on ne saura jamais comment il a manipulé Ben, comment il a créé le premier ordre, ou en tout cas comment il en a pris la tête, comment il est devenu le suprême leader. Alors, il faut que je revoie le film,
Mais peut-être que finalement, on peut se passer d'explication pour Snoke. On peut très bien se dire, ok. Parce que si on y réfléchit bien, l'empereur dans la première trilogie, si on note la prélogie, finalement on ne savait pas d'où il venait. On sait juste que c'est l'empereur. Voilà. On sait qu'il a détruit la République, on sait qu'il a détruit les Jedi avec l'aide de Dark Vador, qu'il a corrompu donc Anakin pour qu'il devienne Dark Vador, mais on n'en sait pas plus dans la trilogie. Et quelque part ça nous suffit en fait, on sait que c'est le méchant. Et du coup je me demande si pour Snoke c'est pas un peu pareil, il faut que je revoie le film. C'est juste qu'en fait moi j'ai du mal parce que je me dis, ça marcherait s'il n'y avait pas les films avant, s'il n'y avait pas les autres films, mais comme il y a les autres films, on sait qu'il s'est passé quelque chose avant, et là on a peut-être envie d'avoir un contexte de comment, de comment il a fait, de pourquoi il est là. Parce que du coup là on supprime Snoke d'un coup. Alors soit en fait c'était tout prévu dans son plan machiavélique, il savait que Ren essaierait de le tuer, et en fait c'est un clone, c'est un petit peu le délire des clones à la Palpatine. Mais je pense pas, je pense qu'il est vraiment mort, et donc du coup, bah, il sait pas. J'ai encore du mal, mais comme dit pour Snoke, je peux être ok. Par contre, il y a le problème avec Rey. On sait que dans le set, il y avait une grosse intrusion du hasard et que Rey semblait un petit peu cheater. C'était une Maritsu. Elle avait cette capacité à être en mode j'ai aucune formation, je savais pas que j'étais sensible à la force, mais d'un seul coup, boum, j'utilise des pouvoirs quoi. Et typiquement, quand elle est sur le truc et puis qu'elle contrôle le Stormtrooper par la pensée, tu fais t'as pas eu de formation, je peux trouver des explications, mais ça me semble un petit peu tombé du camion quand même. Et là, le problème, c'est que dans le film, on nous l'explique pas. À un moment donné, en fait, on attend de savoir qui sont ses parents. Et dans le film, à un moment donné, en fait, Kylo Ren lui dit en fait, tes parents, c'est deux fermiers et ils t'ont vendu pour acheter de l'eau. Et tu fais, c'est ça l'explication? Parce que si c'est ça l'explication, alors dans ce cas-là, le personnage de Rey est vraiment très mal écrit, hein. Ça va devenir une anomalie dans la matrice. Ça me pose problème. Parce que du coup, si c'est ça, tu te fais, bah alors, pourquoi elle? C'est juste ça le problème. C'est que si on nous dit pas d'où elle vient et pourquoi en fait elle a ses pouvoirs et comment de façon innée elle les utilise, eh ben il y aura toujours cette question de pourquoi elle, comment ça se fait qu'elle est cheatée. C'est pas un problème de et ouais, elle est cheatée, c'est nul. Non, parce que enfin cheatée quelque part. Elle est forte naturellement, c'est nul. Non, parce qu'on a bien vu dans le film que voilà, Luke est très fort, Kylo Ren est très fort, Snoke est très fort. Même Leia utilise la force à un moment donné. Elle est dans l'espace puis elle survit et puis elle se ramène dans le vaisseau en voilà en utilisant un peu la lévitation. Tu dis mais ça va. Snoke, on sait que voilà, c'est quelque part on lui dit bah, c'est le grand méchant, le suprême leader. Bon, ok. Luke et Leia, ça semble évident. Bon, c'est les enfants de Dark Vador. De toute façon, Luke, on sait quoi là, c'était un Jedi. Leia, on l'a jamais vu utiliser la Force, mais finalement on dit ah ben enfin, elle utilise la Force. J'avais envie de voir Leia utiliser un truc de Force, même si c'est voilà, pas un truc de Jedi, mais une façon défensive de l'utiliser, voilà, de sauvegarde. Elle le fait et on se pose pas la question de ah mais comment elle le, on s'en fout, c'est la fille de Dark Vador, donc quelque part on n'a pas besoin d'explication. Pour Rey, il y a juste ce problème de moi j'ai un problème. Mais quelque part, en fait, je pense que Kylo Ren lui ment. Parce qu'en fait, elle ne sait pas qui sont ses parents quand elle est dans la grotte sur l'île de Luke. euh, elle voit son propre reflet. Elle voit personne quand elle demande à voir ses parents. Donc, comme si elle n'était pas prête en fait à connaître la vérité. Et puis, comme elle ne connaît pas la vérité, Kylo Ren lui dit qu'il sait et qu'il lui dit, mais en fait, comme il essaye à ce moment-là de l'amener du côté obscur, il peut très bien lui mentir en lui disant ça, en disant ouais, tes parents ils t'ont abandonné pour de l'eau, pour attiser sa colère, pour attiser sa rancœur et pour l'attirer du côté obscur. Ça ne marchera pas, mais il essaye, donc du coup, c'est normal qu'il utilise le mensonge. En fait, moi je pense ça parce que si c'est pas ça, si c'est vraiment l'histoire, alors du coup ça veut dire que Kasdan, Abrams, Johnson et tout le storytell, tout le story group de chez Lucasfilm, ils ont créé une Maritsu comme ça en mode bah ouais ça passe. Je pense pas que ces gars-là ils soient arrivés puis ils créent un personnage comme ça sans explication qui utilise le hasard etc en mode ah ouais ça passe parce que le personnage en fait on sent qu'elle est pas c'est pas la meuf elle arrive puis je maîtrise trop bien, je suis trop balèze. Non, on sent que, bon, elle improvise, d'accord. Dans l'épisode 7, on sentait qu'elle improvisait, et dans l'épisode 8, quand il utilise, il y a plein de moments où on sent qu'elle improvise. Mais le problème, c'est qu'elle improvise, tu te dis, à partir de quoi? Ta formation avec Luke, on voit dans le film, ça va pas ultra loin, ça va pas chercher ultra loin non plus.
Et puis dans le 7, t'avais pas encore eu de formation, donc va falloir m'apporter une explication, n'importe laquelle, d'accord? Même si c'est pas celle que j'avais envie de voir, donnez-nous une explication. Voilà, c'est une Palpatine, une Kenobi, même une Skywalker qui tombait du panier, on n'en sait rien, une Windu, une cousine de Yoda au troisième degré, je m'en fous, mais donnez-nous une explication qui puisse juste nous dire mais c'est bien sûr. Après, je me dis, je pense que ça va arriver peut-être dans le 9 parce que dans le 9 elle va être centrale, je pense, dans l'histoire qui va arriver. Alors que là, fallait mettre l'accent sur Kylo Ren. Donc, je pense que finalement, la révélation finale va être faite dans le 9 et qu'elle va comprendre pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme ça depuis le début et pourquoi elle. C'est juste qu'il faut qu'à un moment donné, le film, en tout cas le 9 du coup, réponde à cette question pourquoi elle. Tant que j'aurais pas vu le 9, ben, j'aurais pas de, de jugement final sur Rey. Mais pour l'instant, c'est juste que le 8 décide de ne pas répondre à la question, de la mettre de côté. Et du coup, on est toujours là, avec Rey, on est toujours là en mode je sais pas encore trop en quoi en penser. Les autres personnages sont bien, même toi, ton personnage est bien, mais c'est juste que j'ai du mal à comprendre comment, pourquoi t'es pété. Voilà, c'est tout. Donc globalement, voilà. Pour conclure, Star Wars 8, c'est un film, c'est le film que j'attendais le plus de cette année, donc j'avais beaucoup de hype, énormément d'envie, de fantasmes, de théories, on était parti dans tous les sens. Et c'est vrai que voir le film, ça force à faire le deuil de tout ça, tout simplement. Donc du coup, la première fois que je l'ai vu, c'est-à-dire hier, à la fin, j'avais eu du mal à digérer parce que tout le film, tu prends des trucs comme ça et toi, tu es toujours en mode en décalage parce que tu attends autre chose. Donc il y a un petit peu ce moment de flottement. Après, ça se tasse et on analyse un petit peu plus, mais comme du coup, il nous manque des trucs, il faut le revoir pour voilà, pouvoir analyser un petit peu plus en détail sur des choses qu'on n'avait pas forcément vues, ou en tout cas sur lesquelles on avait du mal à s'attarder parce qu'on était encore dans l'affect à se dire ouais j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, ça me fait penser un peu à Harry Potter 7, j'ai dû le voir 2 fois pour pouvoir, maintenant c'est un film que je kiffe, vraiment, mais la première fois j'étais là, oh, ok faut que je le revoie, et bah là c'est pareil, je suis en mode ok faut que je le revoie. C'est pas du tout comme le 7. Le 7, j'ai accroché tout de suite parce qu'en fait, j'attendais rien. Parce qu'on savait pas de quoi ça allait parler. On pouvait pas faire de théorie, etc. On disait juste, ouais, ça va passer 30 ans après, il y a des nouveaux personnages, mais on va revoir les anciens, etc. On avait vu des images, mais on savait pas de quoi ça parlait. Du coup, tu fais, ok, est arrivé. Moi, j'ai kiffé directement les personnages. J'ai bien aimé la façon dont ça revenait aux bases. Mais là, Star Wars 8, du coup, comme il y a eu le 7, il y a plein d'attentes, il y a plein de fantasmes. Et ce que je veux dire, c'est que allez voir le film. Le film est vraiment très bien tourné. Il y a des superbes images. Ça revient, ça a vraiment compris les fondamentaux de Star Wars et Ryan Johnson joue vraiment là-dessus parce qu'il y a des moments où il va faire du 100% Star Wars et des fois il va nous twist, il va nous mindfuck en nous disant vous vous attendiez à ça et ben zac, allez hop, je vous coupe l'herbe sous le pied messieurs et on passe à autre chose. Mais ce que je veux dire c'est que surtout ne prenez le film pour ce qu'il est, prenez le film pour ce qu'il veut faire et pour ce qu'il vous propose, en quoi il vous surprend. Et n'y allez pas en projetant vos envies. Enfin, vous pouvez, moi j'avais plein d'envies, j'étais là, ouais, ben, ça. Mais à la fin, ne vous accrochez pas à vos fantasmes, ne vous accrochez pas à vos envies après le film. Et parce que sinon, ça va créer des déceptions et des gens qui vont ne pas aimer le film pour des raisons totalement absurdes. C'est-à-dire que j'aime pas le film parce qu'il m'a montré des trucs que j'avais pas, il va pas montrer les trucs que je voulais voir. Mais il faut bien vous mettre dans l'idée que un film n'est pas là pour vous satisfaire dans le sens où, bon, eux ils veulent ça, ok, ils veulent ça. Sinon, on fait du film à la commande et dire alors il faut mettre ça parce que et ça fait des films totalement impersonnels. Il faut mettre ça parce que lui il veut voir ça et puis lui il veut voir ça donc on va le mettre. Et puis donc du coup ça fait des trucs complètement YOLO quoi. Donc à un moment donné il faut aussi qu'il y ait de la cohérence et que le film ait une vision et pas 78, d'accord? Donc surtout prenez le film pour ce qu'il est et pas pour ce que vous espériez vaguement qu'il serait. C'est pour ça que généralement il faut 2 visions, c'est-à-dire que la première fois, hop, on le prend, on évacue tout, on évacue les fantasmes, les machins, les bidules, tu fais ok d'accord, bon bah c'est ça, ok d'accord, ça, oh, ça peut-être pour le 9, on va garder, ça, bon bah non, ça poubelle, ça non, poubelle aussi, ça, on va bah, peut-être garder pour le 9 et puis on va, voilà. Il faut, il faut raison garder, et surtout, allez voir le film pour vous faire un avis à vous.
Ne vous dites pas, tiens, un tel, il n'a pas aimé, ou un tel, il a aimé, ou un tel, il n'a pas trop aimé, un tel, il a détesté. Non, allez voir le film et faites-vous votre avis et soyez juste honnête intellectuellement et regardez ce que le film vous propose. Et toujours, ne laissez pas vos envies euh, ternir ce que le film vous propose. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, pour récapituler, Star Wars 8, c'est vraiment super bien. Ça revient vraiment aux bases de Star Wars. En tout cas, ça sent Star Wars. On sent vraiment que Rian Johnson, il sait de quoi il parle. Le ton est vraiment bien dosé, c'est à la fois épique et à la fois léger quand il faut. Les acteurs sont très bons, en plus il y a une tripotée d'acteurs, on n'en a pas parlé, mais par exemple il y a Laura Dern, Benicio del Toro, voilà, qui font des apparitions, c'est quand même pas n'importe qui, donc vraiment un super casting. Évidemment, on est triste pour le personnage de Leia, puisque évidemment Carrie Fisher est décédée l'année dernière, et on se dit comment ils vont faire pour le 9 parce que le personnage n'est pas mort dans le 8. Donc comment vous faites pour le 9 ? On verra bien, mais ça c'est toujours des interrogations. Mais en tout cas, il y a un bon travail sur les personnages, ils évoluent tous dans le sens de ce qui avait été fait dans le 7. 2-3 petits problèmes qui j'espère seront réglés avec le 9 au niveau du personnage de Rey, mais j'ai quand même bon espoir. Bon, faut juste ronger un peu son frein pendant 2 ans parce que l'épisode 9 sort que dans 2 ans, mais globalement c'est un film que je vous invite à voir. De toute façon, si vous êtes un fan de Star Wars, vous l'avez déjà vu, vous allez le voir. Si vous n'êtes pas un fan de Star Wars, vous l'avez déjà vu, vous allez le voir. Donc finalement, moi c'était juste pour vous dire ce que j'en pensais. Donc, moi j'ai trouvé ça bien. Voilà, si ça vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager la vidéo, à laisser des commentaires en dessous, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce que je raconte ça vous plaît. Si ce que je raconte ça vous plaît pas, on n'a rien à vous abonner puisque ça ne vous plaît pas ce que je fais. Et vous pouvez retrouver les autres vidéos de la chaîne, les vlogs et les séances vers le futur, ou dans l'autre sens, selon comment les vignettes sont positionnées. Voilà, je ne sais pas l'avance. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, bonne Saint-Valentin, bonne Pâques, joyeux Noël, tout ça. Portez-vous bien et que la force soit avec vous.